Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator. Donc dans cette deuxième vidéo, on va continuer d'apprendre l'utilisation des boutons. Ensuite, on va apprendre à distribuer des objets sur la table ou à des joueurs, donc plutôt piocher une carte et la poser sur la table, ou distribuer des cartes à des joueurs. Et enfin, on commencera à utiliser la classe Vector pour calculer des positions. Donc avant toute chose, on va aller chercher donc dans le lien qu'il y a en description de la vidéo, vous trouverez un fichier zip avec les cours. Donc on va dézipper ce zip là et on va aller chercher les cours de script, le cours numéro 2. Ok. Donc ça sera le cours qu'on va faire aujourd'hui, compléter et commenter. Donc ce qui est important, c'est d'utiliser, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, le fichier ttscours.json. Donc ça, c'est la sauvegarde sur laquelle on va pouvoir travailler facilement. Même si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez vous-même recréer les objets qu'on va mettre sur la table, qu'on va utiliser sur la table, c'est pas très compliqué. Mais voilà, donc si vous voulez utiliser cette sauvegarde-là, il faudra la déplacer dans le dossier prévu à cet effet. Donc elle est dans le dossier Mes documents. Ensuite, vous allez dans My Game, vous trouverez Tabletop Simulator, et dans Tabletop Simulator, vous placez cette sauvegarde dans le dossier Saves. Voilà, donc vous la verrez apparaître, et vous pourrez l'ouvrir comme ceci. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste apprendre à faire ceci, c'est-à-dire mélanger, enfin utiliser une fonction cliquable qui va piocher une carte. Donc on l'a un petit peu vu déjà à la leçon d'avant. Et on va aussi utiliser la fonction deal qui permet de distribuer des cartes, vous voyez, aux joueurs. Donc si on était plusieurs joueurs, ça aurait distribué des cartes à tout le monde. Très bien, donc là je vais repartir de zéro, donc avec un code vide. Donc j'ai au préalable sauvegardé cette partie. Voilà. Je vais effacer le code. Il n'y est pas, donc ça c'est très bien, c'est resté comme il faut. Donc on part de zéro. Très bien. Hop. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est déclarer les objets que l'on veut utiliser. Donc ici, on veut utiliser ce paquet de cartes. Et on va utiliser, pour créer des boutons, donc vous trouverez parfois des boutons qui sont directement posés sur les paquets de cartes. Alors ça, je le déconseille très fortement. Pourquoi? Parce que le paquet de cartes est un objet qui peut très facilement se détruire. Première raison, voilà. Si jamais on vide toutes les cartes du paquet, eh bien l'objet n'existe plus. Il n'a plus de guide. Le guide est détruit, donc l'objet est totalement détruit et le bouton avec. Donc ça va poser de gros problèmes. Et aussi, quand on retourne les paquets, ben, les boutons vont se retourner avec les paquets, ça c'est pas pratique. Donc l'astuce qu'on fait, vous voyez ici, il y a un bouton, il n'est pas posé sur la table. En fait, il est tout simplement posé sur un objet de base. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Donc là, j'ai utilisé un petit bouton. Alors qu'est-ce que c'est que j'ai utilisé? Voilà, c'est simplement un bouton de reversi ou de bagamon. Voilà, c'est plutôt ça. Et en fait, vous allez déclarer ce bouton avec son guide. Ok. Donc je vais tricher en fait et je vais copier, coller directement les déclarations des objets pour ne pas devoir les réécrire pendant 2 minutes. Donc ici, je vais déclarer un bouton que j'ai appelé bouton deck. Donc c'est le bouton qui est situé sous le paquet de cartes. Et donc j'utilise getObjectFromGuide et j'ai copié le guide que j'avais laissé copier en mémoire. Ensuite, j'ai créé un autre bouton sur la table ici. Donc là, il est encore ici, là. Je l'ai appelé bouton Setup. Donc après, si vous voulez cacher ces boutons, vous les bloquez tout simplement. Voilà, vous faites lock ici. Et puis avec le gizmo, vous déplacez le bouton de manière à ce qu'il passe sous la table. Et donc voilà, vous pensez à mettre le bouton un petit peu en hauteur, comme ça, les gens n'y verront que du feu. Très bien. Et donc le deck, j'ai également déclaré le deck dans la fenêtre de script ici. Je l'appelais deck 1. Ok, très bien. Donc maintenant, on va créer les boutons. Donc vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, j'avais créé les boutons directement dans la fonction onload. Bien, disons que ce n'est pas la meilleure façon de faire, parce que si jamais, pour une raison ou une autre, le bouton venait à disparaître, on verra plus tard que si vous le créez directement dans cette fonction-là, si vous rechargez une partie, eh bien, il va y avoir un bug, le script va planter. Donc on va toujours passer, on va prendre l'habitude de passer par une fonction tierce. Ici, je l'appelle Activate Button, par exemple. Activate Button menu. Très bien. Donc cette fonction, je vais l'écrire, et elle servira tout simplement
à activer les boutons, à faire apparaître les boutons. Donc de la même façon, je ne vais pas réécrire tout le code à la main pour créer le bouton, je vais le copier-coller. Et je vous conseille de faire de même, hein, quand vous trouvez une fonction qui est compliquée à écrire, copiez-la et puis changez juste les paramètres dont vous avez besoin. Donc je vais créer ce bouton sur mon objet que j'ai appelé bouton deck. Ok. Donc souvenez-vous, le langage objet. Donc je vais chercher la fonction sur le site de l'API. Et donc dans les objets, je vais trouver la fonction createButton qui est ici. Voilà. Donc là, on nous dit il nous faut une table avec des paramètres et on voit qu'on peut avoir des informations. Donc je vais voir et il y a tout un tas de paramètres qu'on peut renseigner. Mais on a vu que c'était pas la peine de tout faire. D'accord? Voilà. Donc on va utiliser simplement la fonction createButton. Et là, je vais une fois de plus tricher en important tout le code déjà fait. Mais je vais vous l'expliquer. Donc ici, j'ai l'ensemble des paramètres qui sont contenus dans une table, puisque sur l'API, il est expliqué qu'il faut que ces paramètres ici, c'est expliqué qu'il faut qu'ils soient donnés dans une table, avec des noms prédéfinis, click function, function owner, etc. Donc je vais faire ceci. Voilà. Donc on a bien une table. Donc une table, ça commence par une accolade et ça finit par une accolade fermée. Ok, accolade ouverte, accolade fermée. Et donc j'ai tous les paramètres que je vais évoquer juste avant. Donc pour rappel, la click function, c'est la fonction qui va se déclencher quand on va cliquer sur le bouton. Donc ici, je l'ai appelé take card from deck. Donc en fait, dans l'idée, il faut être le plus explicite possible. N'hésitez pas à mettre des noms qui soient longs. Donc c'est ce que j'ai tendance à faire personnellement. Mais je préfère faire ça parce que si je retrouve mon code 6 mois après, je comprends que cette fonction va servir à prendre une carte du deck 1. Voilà. Donc owner, c'est l'endroit où va agir la fonction. Donc je vous rappelle que global, c'est l'environnement global de votre partie. D'accord? C'est la table. C'est pas dans un objet ou ailleurs. Ok, on revient sur le code. Donc là, j'ai mis un label pioché. Donc on voit écrit pioché quand on va cliquer dessus. Les dimensions du bouton, la taille de l'écriture, la couleur, etc. Et donc ça, c'est la position par rapport à l'objet. Et on met toujours une position un petit peu en hauteur pour pouvoir enfoncer le bouton dans la table afin qu'il disparaisse. Voilà. Très bien, donc maintenant je vais procéder, je vais développer la petite fonction qui va nous permettre de piocher une carte. Donc je copie-colle le nom, je ne l'écris pas à la main. Ça c'est vraiment perte de temps et le meilleur moyen de faire des erreurs de frappe. Voilà, donc cette carte, qu'est-ce qu'elle va faire? On a dit qu'elle allait tout simplement piocher une carte et la poser ici. D'accord? Donc avant ça, on veut que le paquet soit mélangé. Donc il y a une fonction prévue pour ça qui s'appelle shuffle. Donc je vais prendre mon deck 1. Donc c'est de ce deck 1 que je vais mélanger. Et si on regarde ici, si on cherche la fonction shuffle, voilà, elle est ici. Oui, il faut savoir qu'elle existe, mais à force vous aurez l'habitude. Donc il y a écrit shuffle, shake, content of a deck or bag. Voilà. Donc ça c'est une fonction qui ne va marcher que sur des decks ou des sacs. Pour information, en fait, un sac et un deck, c'est à peu près la même chose du point de vue de la programmation. Ils ont à peu près les mêmes fonctions, les mêmes attributs. Ce sont des conteneurs. Voilà, des conteneurs dans lesquels il y a des objets. Et donc, il faut savoir que, ça je vous le répéterai, les objets qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les cartes, n'existent pas. Il y a juste, en fait, attaché à cet objet conteneur, une table qui contient la liste de tous les objets. Donc c'est juste une liste qu'il y a. Pour l'instant, les objets n'existent pas. Et dès lors que je pioche une carte, l'objet est instancié, il se met à exister. Ok? Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je vais retourner sur mon code. Je vais utiliser la fonction shuffle, donc qui est contenue dans l'objet deck 1. Donc point shuffle. Et c'est une fonction qui n'a pas besoin de paramètres. Donc pour l'appeler, je dois toujours quand même écrire les parenthèses ouvertes fermées pour dire qu'il n'y a pas d'argument. Mais si je fais pas ça, lui comprend que c'est une variable, que c'est un attribut en fait du deck 1 et il comprend pas que c'est la fonction shuffle. Donc on est obligé de le faire. Donc je vais quand même voir si ça fonctionne. Donc j'ai mon petit bouton piocher, je pioche, je clique
Et là, on voit bien que le paquet se mélange. Donc tout va bien. Maintenant, je veux qu'il prenne une carte et qu'il la pose sur la table à côté de lui. Donc là, on va utiliser une fonction qui est très commune aussi pour les conteneurs et qui s'appelle takeObject. Ok, je pense qu'on peut la trouver directement ici. Voilà, takeObject. Donc cette fonction prend un objet et la place aux coordonnées qu'on aura placées, donc qu'on aura précisé. Donc cette fonction, c'est un peu comme createButton. Elle est un peu complexe, c'est-à-dire qu'il faut aussi une table avec de nombreux paramètres. Elle n'est pas si compliquée que ça, mais voilà, il faut prendre l'habitude du fait d'avoir des fonctions qui vont vous demander juste un ou deux paramètres séparés par des virgules, et d'autres fonctions, comme celle-ci, qui vont vous demander un paramètre sous forme d'une grosse table qu'il va falloir détailler, des tables avec des valeurs nommées. Okay, donc ici, c'est un peu la même chose avec la fonction takeObject. Je pourrais même l'utiliser comme ça. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je vais essayer. Je pense que ça fonctionne, même si on ne met pas de paramètres. Voilà, c'est lui qui décide d'où il met la carte, ça marche à peu près. Mais bon, on voudrait quand même quelque chose de mieux que ça. Donc on va lui donner tout un tas de paramètres. Les paramètres qui sont indispensables, enfin, quand on veut obtenir ce qu'on veut, c'est la position et la rotation de l'objet. Où est-ce qu'on l'envoie et dans quel sens, parce que lui, il n'est pas au courant. Donc, il y a une première façon de faire, c'est d'enregistrer par cœur l'endroit où on veut qu'il aille. Par cœur, c'est-à-dire en dur, c'est-à-dire qu'on va lui décrire précisément, tu envoies ces objets sur la table. Donc ne faites pas attention aux zones. Donc ici, par exemple, je cible cet endroit-là, et je vais, avec le gizmo, noter la position. Donc, ce qu'il veut, alors je regarde ici, c'est que dans paramètres, il y ait position. Rotation, on peut aussi l'indiquer. Donc on va indiquer la position. Donc je vais cliquer sur Entrée. Ça me permet de dégager mon code et de mieux écrire. Mais je pourrais très bien l'écrire à la suite comme ça. Ça ne changerait rien. Je pourrais écrire position égale. Et là, je vais coller ce que je viens de copier, la coordonnée. Très bien. Mais je vais plutôt, voilà, l'indenter comme ceci. Donc indenter, ça veut dire disposer son code par rapport à la marge de gauche. Donc ça, c'est très important puisque indenter son code, ça permet de bien le lire, de bien le comprendre et d'éviter des erreurs. Si je colle mon code au bord de la fenêtre, ben en fait, ça va devenir beaucoup plus difficile de le lire. Je vous montre juste cet exemple-là, je ne sais pas s'il sera flagrant, mais voilà. Donc quand on écrit son code comme ça, ben on a tendance à plus savoir où on est. Est-ce que, voilà, imaginez que vous aviez 20 lignes de code, vous ne savez plus trop si vous êtes encore dans la fonction takeCardFromDeck ou pas. Alors que si on indente bien, donc comment on indente? On utilise la touche Tab. On se place au début de la ligne, on utilise la touche Tab. Si on veut aller dans l'autre sens, on utilise la touche corriger, backstab, la flèche vers la gauche. Voilà, celle-ci. Donc maintenant, on veut indenter un gros morceau. Donc on va le sélectionner et on va utiliser Tab. Voilà. Et là, si on veut reculer le texte, on utilise Shift, donc majuscule, Tab. Voilà. Donc on peut le faire plusieurs fois. Voilà, ça c'est très pratique. Donc ici, voilà, mon code est bien indenté, il est compréhensible. Donc un premier paramètre qui s'appelle position, un deuxième paramètre qu'on va nommer, enfin qui doit s'appeler rotation, et je vais lui donner les paramètres. Donc cela c'est facile à retenir, c'est toujours les mêmes. 0, 180, 0. Donc ça c'est un objet qui est posé à plat dans le sens visible en fait, vers nous. Donc je vais faire ceci, on va voir ce que ça donne. Donc j'enlève mon gizmo, voilà. Et là il devrait mélanger et piocher la carte à côté, très bien. Voilà, c'est vraiment du classique. Et vous voyez qu'au passage, la carte va se fondre et va pas arriver au-dessus de la pioche. C'est pas terrible. Donc on veut qu'il aille un petit peu plus haut. On va lui mettre une hauteur de 2. Hop. Pour relancer, je fais toujours CTRL-ALT-S. Et là, j'essaye. C'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, ça c'est un premier aperçu de comment on peut faire. Je vais maintenant vous montrer comment on peut écrire différemment la même chose. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce que tout simplement, vous allez voir ces deux écritures. De manière générale, vous allez croiser ces deux écritures. Donc il faut les connaître. Donc je vais écrire la même fonction, mais différemment. Donc celle-ci, je pourrais la laisser, elle sera remplacée par celle-ci, puisqu'elle est écrite après dans le code. Donc, mais pour être propre, je vais plutôt la surligner et la commenter. Donc pour commenter un bloc de code, pour le désactiver, il faut utiliser CTRL et la touche slash qui est sur votre pavé de texte, donc qui est à côté du point virgule. Donc CTRL
slash, voilà. Donc vous n'utilisez pas le slash du pavé numérique, le slash à côté du point virgule. Donc là, ce code-là est désactivé. Très bien. Ok, donc comment je vais l'écrire différemment? Eh bien, vous vous souvenez dans la première vidéo que pour créer le bouton, on avait créé une petite variable qu'on avait appelée params, hein, et on avait mis dedans tous ces paramètres-là. Ok, bon, je vais le refaire pour vous montrer. Donc j'ai mis toute la table dans une variable que j'ai appelée params, et j'ai ensuite utilisé params, donc j'ai appelé params pour charger les paramètres de cette fonction-là. Bien là, je vais faire la même chose. Je vais appeler ça params, et je vais y mettre ces paramètres-là, qui sont une table avec plusieurs valeurs nommées. Ok, et bien je vais l'utiliser ici. Donc là, j'espère qu'il va y avoir un bug, comme ça je pourrais vous montrer pourquoi. Mais je crois pas. Voilà, tout va bien. Donc pourquoi il y aurait pu avoir un bug? Mais non, en fait il n'y aurait pas pu y avoir un bug, mais si on avait continué de développer comme ça, il y aurait pu facilement avoir un bug. Si vous remarquez ici, params s'écrit de la même façon. Donc pour le code, quand il va être interprété, en fait ceci et ceci ce sont la même variable. C'est-à-dire que cette variable-là est remplacée par celle-là. Si jamais on veut refaire appel à params pour créer un bouton, eh bien ça ne va pas marcher parce qu'il va comprendre cette valeur-là. Donc pour ça, il y a une notion très très importante dans le code, c'est la portée des variables. Donc une première option, en général quand on est débutant on fait ça, on va commencer à nommer différemment ces choses-là pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle un effet de bord, c'est-à-dire pour pas qu'elles se parasitent entre elles et qu'elles se remplacent involontairement. Donc ça c'est la mauvaise méthode. La bonne méthode, c'est de dire que je veux que cette variable-là, sa portée ne dépasse pas le cadre de la fonction. C'est-à-dire que quand je sors de cette fonction-là, elle n'existe plus. Et donc pour ça, en Lua, il y a une instruction qui s'appelle local. Donc local veut dire que cette valeur-là, quand j'y ferai appel en dehors de la fonction, il y aura une erreur, puisqu'elle n'existera pas. Et donc je vais le faire également ici. Et ça, c'est vraiment coder proprement les choses. Donc attention, parce que si jamais j'écris local ici, eh bien mon code va planter, puisque le bouton deck n'existera plus en dehors de la fonction onload. Okay, donc ici, quand je vais faire un bouton dessus, eh bien le code va planter parce qu'il ne saura pas qu'est-ce que j'appelle bouton deck. Donc là, il faut que ça reste dans un cadre global. Donc voilà, il y a deux portées en Lua. Le global, quand on écrit une variable sans rien devant, ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans tout le reste du code. Et la portée locale, qui ne dépasse pas le cadre d'une fonction ou le cadre d'une boucle, comme on le verra plus tard. Ok, donc ça c'est très important. Prenez toujours l'habitude, même si votre variable vous n'allez pas la réutiliser, prenez toujours l'habitude de mettre local avant de déclarer une variable dans une fonction. C'est beaucoup plus propre. Voilà, voilà pour une première chose. Donc je vous parlais d'une autre écriture. On va revenir à ce dont je parlais plus tôt. Parce qu'ici en fait globalement c'est la même chose que j'ai écrit. Une autre écriture pour écrire les tables, qui est un peu plus compliquée au début à comprendre, mais après elle devient facile à lire, c'est de dire, au lieu de faire ça, je dis que params, je vais la faire par étape en fait. Je crée une table vide. Donc ça veut dire, c'est une table, elle a un début, elle a une fin, il n'y a juste rien dedans. Ok. Ensuite, je vais la compléter. Je vais dire que je vais rajouter la valeur position dans cette table. Donc je vais écrire params. Et là, c'est de la même façon que le langage orienté objet, c'est-à-dire que j'utilise un point. C'est-à-dire que dans cette table, je vais lui dire la valeur position sera ceci. Ok? Donc là, je lui dis dans la table params, j'ouvre la table params avec le point. Ok? C'est comme si on ouvre un tiroir. Je crée quelque chose qui s'appelle position et qui a cette valeur-là. Et de la même façon, dans la table params, je crée quelque chose qui s'appelle rotation et qui prend cette valeur-là. Donc ici, pas de virgule, puisque chaque instruction est indépendante. Ce sont des instructions différentes. Alors qu'ici, je définis d'un coup une table en entier. Donc il faut que je sépare les valeurs des virgules. Ok? Mais c'est la même chose. Ceci et ceci sont la même chose. Donc là, je vais tester des fois que j'ai fait une faute de frappe. Et tout va bien. Ok? Donc voilà pour une première étape. Donc on va aller un peu plus loin et on va faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'ici, imaginez que dans votre jeu, le paquet est amené à se déplacer.
au passage le bouton va rester ici. Mais là on voudrait que ça pioche toujours et que ça pose la carte ici. Alors que là on a donné une valeur en dur, c'est-à-dire qu'on l'a écrite textuellement, donc c'est pas terrible, elle va toujours aller à cet endroit là. Mais on pourrait la faire apparaître tout le temps en position relative par rapport au paquet. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là on va avoir la notion de vecteur. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait un objet, donc une autre classe. Jusqu'à présent, on a vu l'énorme table, l'énorme classe object. Okay, je vous ai dit que c'était la principale classe qu'on utilisait et la plupart des objets, enfin tous les objets du jeu font partie de cette classe objet. Eh bien, il y a une autre classe qui est très utile, c'est la classe vector. Donc vector, comme son nom l'indique, c'est une classe pour définir des vecteurs et pour faire des opérations entre eux. Donc à quoi ça sert? Par exemple, on peut définir une position et lui dire décale-moi cette position de temps. Donc c'est à ça que sert un vecteur. Ici, je veux que la position de la carte qui va arriver ici soit celle du paquet plus un décalage de 3 vers la droite, de 3 unités. Par exemple, ici, je regarde mon gizmo, il est à 7 en X, et ici, je crois que c'est en 10. Voilà, vous voyez, donc il y a plus 3 unités. Donc ça, c'est complètement possible. Donc comment on va faire? Donc on va réécrire notre fonction, une troisième fois, de manière un peu plus élaborée. Je vais la laisser ici pour que vous puissiez la comparer. Donc je mélange toujours le paquet, évidemment. Je vais repasser par cette méthode qui est plus simple à lire, plus simple à procéder pour procéder à l'écriture par étapes. Et donc là, je vais lui dire, au lieu de donner cette position, je vais prendre la position du paquet de cartes. Donc ça, comment on fait? On ne va pas aller la regarder et faire comme ça. On va lui dire, automatiquement, sors-moi la position du paquet. Donc ça, on revient au langage orienté objet. Et c'est la fonction getPosition qui est ici. Donc je vais volontairement les chercher sur le site pour vous montrer qu'elles sont toutes référencées. Donc là, getPosition return un vecteur. Donc ça retourne un vecteur avec la position actuelle. Ok. Donc là, je prends mon deck 1. Donc c'est lui. C'est de cet objet-là que je veux sortir cette fonction-là. Donc je vais faire getPosition. Donc ça, si je fais ça, j'ai la position du paquet. Donc je ne veux pas que ma carte aille sur le paquet, je veux qu'elle aille à côté. Et donc cette valeur-là, alors je pense que c'est, voilà, on voit ici ce qu'elle retourne, cette fonction, c'est un vecteur. Donc nous, on va créer un autre vecteur et on va l'additionner. Donc pour ceci, il faut que, donc je vais additionner, j'instancie le vecteur. Et pour ça, on va nommer la classe. Enfin, on va instancier l'objet en nommant la classe. Donc vector, chaque fois qu'on fait apparaître un objet d'une classe, on met une majuscule. C'est la nomenclature, voilà. Donc ici, dans ce vecteur, je vais simplement donner les coordonnées du vecteur. Donc là, il faut bien comprendre que ce n'est pas ces coordonnées-là que je vais donner. Puisqu'on veut additionner. Si j'additionne ça, ça va partir là-bas, plus 10. Ok. Donc moi, je veux juste plus 3. Donc je ne vais pas écrire plus 3. Je veux 3 en x qui vont être additionnés. En hauteur, je veux additionner peut-être 1 pour que ça aille un petit peu plus en hauteur. Par contre, dans le sens haut-bas de la table, ça, je veux pas que ça bouge. Ok. Donc là, voilà, retenez bien ça. Donc ici, je fais l'opération d'un vecteur. Je sais que ça va donner un vecteur avec un autre. Donc là, normalement, je vais désactiver ça. J'ai ma carte qui va apparaître à droite du paquet, quel que soit l'endroit où il est. Voilà, j'essaie ici. Parfait. Parfait. Voilà. Donc là, je vous ai donné, on a vu quand même beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais ça, l'opération avec des vecteurs, c'est quelque chose de extrêmement pratique et que je vous recommande d'utiliser un maximum. Enfin, dans une dernière étape, on va voir comment distribuer des cartes aux joueurs avec la fonction deal qui est très simple à utiliser. Donc là, je vais commencer par créer un autre bouton, parce que ça sera un bouton qui va servir à une chose différente que celui-là. Donc je ne vais pas le mettre au même endroit. Donc je vais utiliser cet objet-là, ok, et je vais encore une fois tricher. Donc c'est le bouton que j'ai appelé bouton setup. Alors retournons sur le code. Et ces boutons-là, je veux qu'ils apparaissent avec cette fonction-là. Ok.
Donc pour rester cohérent, je vais utiliser la même méthode, hein. Je vais sauvegarder ça dans params et je vais utiliser params pour charger tous les paramètres dans la fonction. Donc là, attention, j'ai utilisé le même nom. On pourra me dire c'est pas terrible en fait, hein, j'ai utilisé le même nom et j'ai pas mis local. Alors premièrement, pourquoi j'ai utilisé le même nom? Parce qu'au final on s'en fiche. Ceci, ça va servir qu'une fois à la création du bouton. Et après, cette variable là, c'est pas la peine de la retenir, on peut la remplacer, on peut l'écraser. Donc j'ai utilisé le même nom, c'est pas un problème. Deuxièmement, pourquoi j'ai pas mis local? Parce que tout simplement la variable est déjà déclarée ici. Il n'y a pas besoin de la redéclarer une deuxième fois. Enfin, de repréciser que ça doit être en local. C'est déjà précisé ici. Ok? Donc ça, c'est la même que celle-là. Et elle est locale, même s'il n'y a pas écrit local devant. Très bien. Donc là, je fais ce bouton-là. On regarde si ça marche. Il est ici. Et ça, quand je vais cliquer dessus, ben je veux que ça distribue les cartes aux joueurs. Ok, si je clique dessus, ça va forcément bugger. Ok. Donc au passage, on va essayer de, quand on a l'occasion, de comprendre les erreurs, parce que ça c'est important, hein. Il faut lire les erreurs et comprendre ce qu'elles disent. Donc je passe sur la fenêtre de log, la console. Donc là il dit que la fonction setup n'est pas une fonction et elle a no call method. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire en fait que la fonction n'existe pas et qu'on ne peut pas l'appeler. Ok, très bien, ça fait référence à aucune fonction. Donc là, il faut que je crée la fonction setup pour que ça marche. Je vais le faire ici. Setup. Et donc on a dit qu'on voulait que cette fonction distribue les cartes aux joueurs. Donc je vais bien sûr refaire le même schéma. Je vais faire deck 1 shuffle pour le mélanger bien sûr. Et ensuite, comment on va faire ça? Donc on voudrait que, donc on va prendre un cas concret, hein, parce que je peux très bien faire deck 1 et utiliser la fonction deal. Donc je vous invite à aller voir sur la page, hein, je ne vais pas le faire systématiquement à chaque fois. Donc deal. Et donc là, je peux très bien dire distribuer 4 cartes. Donc on va le faire. Voilà. Je suis assis à une place, donc ça va me distribuer 4 cartes. Mais on veut quelque chose qui aille plus loin parce que la plupart des jeux, c'est pas ça. La plupart des jeux vont vous dire, vous distribuez un nombre de cartes qui dépend du nombre de joueurs. Ok? Donc là, ça commence à devenir compliqué. Mais en fait, il y a une méthode simple que je vais vous montrer. Donc on va faire en plusieurs étapes. On va premièrement définir le nombre de cartes qu'il faut distribuer en fonction du nombre de joueurs. Donc pour ça, je crée une variable locale. Je vais l'appeler nombre NB cards to deal. Là, c'est clair. Nombre de cartes à distribuer. Et pour ça, je vais utiliser une table. Et donc là, on arrive tout de suite à la notion de table. Avec des index. On va y revenir. Donc je veux que pour un joueur, si jamais un joueur, on distribue 4 cartes. Pour 2 joueurs, on va distribuer aussi 4 cartes. Pour 3 joueurs, 3 cartes. Pour 5 joueurs, 4 joueurs, 2 cartes, etc. Et on va imaginer qu'on peut aller jusqu'à 5 joueurs. Très bien. Donc là, en fait, dans cette table, on a des index. C'est-à-dire que chaque valeur a une adresse, comme une adresse dans une rue, hein. Donc la première adresse, c'est l'index 1. Deuxième adresse, c'est l'index 2. Troisième valeur, elle est à l'index 3, etc., etc. Donc si je veux faire appel à cette valeur-là, je vais dire, je veux le troisième index de cette variable-là. Okay? Et pour appeler ça, j'écris et j'utilise les crochets. Donc ça fait beaucoup de syntaxe à apprendre, mais vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois et surtout vous entraîner. Donc là, si je fais ça, ça veut dire que je vais chercher la troisième valeur, qui est ici, qui sera égale à 3. Ok? Quoi dire d'autre? Pour ceux qui programment dans d'autres langages, faites bien attention parce que le Lua démarre ses index à 1. C'est-à-dire que ici, c'est le premier index. C'est pas l'index 0. La plupart des langages commencent par 0. Donc moi, je voudrais que lui, il sache automatiquement combien il y a de joueurs dans la table. Je ne veux pas devoir écrire 1, 2 ou 3. Je ne sais pas combien de joueurs vont être connectés. Donc là, on va passer par une variable, une fonction qui est globale, qui est prévue dans le jeu, qui s'appelle, alors je vais vous l'écrire, get seated players. Donc ça, c'est une fonction built-in, donc une fonction que vous pouvez utiliser n'importe quand, et qui va retourner une table. Donc on va aller la voir, celle-là. Elle va retourner une table avec
hop, elle est ici, avec chaque ligne, pour chaque index, une couleur. C'est-à-dire que là, je suis connecté tout seul, donc j'aurai index 1 égale blanc. Si on était 3 joueurs, il y aurait index 1 égale blanc, index 2 égale bleu, index 3 égale rouge, etc. Donc ça c'est très bien, on a la liste des joueurs assis, donc connectés assis à une couleur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le nombre de joueurs. Donc là, encore une nouvelle syntaxe, mais celle-là, vous allez l'utiliser pratiquement jamais. Moi, j'utilise que pour cette fonction-là, pratiquement. C'est le hashtag, dièse. Donc ça, ce truc-là, ça sert à nous dire quelle est la taille de la table. Si je l'avais mis ici, ok, juste pour vous donner l'exemple, ça retournerait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il y a 5 valeurs. Donc nous, on utilise ça sur getSeatedPlayer pour compter tout simplement le nombre de joueurs. Ici, ça va être 1, donc ça devrait, on va bien différencier, ça devrait distribuer 5 cartes. D'accord? Mais il me manque juste quelque chose. À votre avis, qu'est-ce que ça va être? Il va falloir bien sûr sauvegarder ce résultat-là, que je vais appeler nbplayers égal. Je pourrais mettre local ici, mais quelque chose me dit que quand je commence à coder avec une information comme ça, le nombre de joueurs, c'est quelque chose que je pourrais utiliser ailleurs. D'accord? Donc moi, les variables importantes comme ça, je les préfère les laisser en global pour pouvoir éventuellement les utiliser ailleurs. Donc ça sera égal à 1, en l'occurrence, parce que je suis tout seul. Et si je le pose ici, comme paramètre, eh bien, il comprendra, distribue, non, c'est une erreur bien sûr, distribue le nombre de cartes qu'il faut en utilisant l'index 1. Alors là, il faut marquer un petit temps de pause. Je vous invite à bien déchiffrer ce qui est écrit là. Et pour que ça soit plus simple à comprendre, je peux faire une autre version qui va s'appeler number card to deal, par exemple. Donc ça, on peut le mettre en local. Et ça, ce sera égal à la valeur située à l'index nbPlayer, donc c'est-à-dire 1, cette valeur-là, ok, ça sera égal à 5. Et je l'utilise ici comme paramètre. Mais c'est plus simple. Enfin, avec l'habitude, il vaut mieux voilà, commencer à s'habituer à voir ce genre de choses. Donc là, je distribue 5 cartes. Et on va voir si ça marche. Voilà, 5 cartes sont arrivées dans ma main parce qu'on n'est qu'un joueur. Donc voilà, ben écoutez, on a vu quand même pas mal de notions. On a vu l'utilisation des boutons. On a vu le placement d'objets sur la table avec TakeObject. On a vu les vecteurs. On a vu également la fonction deal avec une première utilisation des tables. Et également le hashtag qui sert à mesurer la taille d'une table. Donc c'est assez complet comme cours et je vous invite à essayer de réécrire ça tout seul, voire de l'adapter pour vos propres modules. Voilà, ben merci à tous et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir.